Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, ta fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, en famille. C'était un long week-end. Oui, c'était un très très long week-end. J'étais avec, comment dirais-je, avec les membres de mon quartier. On a formé une petite association, une espèce de fonds d'entraide. Et puis donc, dimanche, c'était l'Assemblée Générale Constitutive. La tontine participative? C'est pas une tontine participative, c'est un fonds de solidarité. C'est-à-dire que les personnes qui adhèrent à ce fonds-là, en contrepartie de la cotisation qu'ils versent, eh ben, en cas de survenance de certains événements, tels que les décès, tels que les mariages, tels que la maladie, eh ben, ils auront droit à une certaine indemnisation. Mmh. Voilà. Et il y a un montant fixé? Oui, le montant, c'est plus un système mutualiste en fait. Mmh. Le montant est de 5 000 francs par mois. Mmh. Et une fois que vous avez payé, comme c'est une association qu'on a mise en place depuis le mois de février, donc à partir de maintenant, ceux qui veulent adhérer payent d'abord une cotisation. Et donc chaque fin du mois on cotise? Oui, chaque fin du mois on Tout cotise. le monde? Tout le monde cotise. Ah bah donc c'est pas une tontine? Non, c'est pas une tontine. C'est comme je l'ai dit, c'est un fonds de solidarité. C'est une caisse qu'on met en place pour venir en aide aux membres en cas de survenance de certains événements bien précis. C'est au quartier Toulon? Oui, c'est au quartier. Bon, il n'y a pas que les membres du quartier Toulon. En fait, l'idée est née à Toulon. Une grande partie des membres sont ceux qui vivent à Toulon, mais et donc l'argent est versé en banque ou bien c'est un gars qui garde son quartier? Non, pour le moment, c'est un gars qui garde son quartier parce qu'on n'a pas encore formalisé. Non, c'est quelqu'un de confiance qui sait très bien ce qu'il fait. On ne laisse pas l'argent avec l'expérience qu'on a de notre pays en matière de gestion de pognon. Mais il y a des gens, dans le Gabon, là. Je sais que tu en connais autour de toi, qui ont des qualités de gestionnaire, voilà. Mm-hmm. Et on a la chance d'avoir un membre dans notre fonds qui a ces qualités-là, qui sont reconnues par tous. Hein. Mm-hmm. Donc il a toujours bien fait ce travail, puisque régulièrement, à chaque fin du mois, il nous envoie dans notre forum, on a un forum sur WhatsApp, il nous fait un bilan financier. D'accord. Ce matin, on parle de l'actualité internationale. On repart, je crois qu'on va parler de la COP26. Non, on va parler de la COP26 quand ça va finir? Demain, voilà, parce que la COP26 s'achève aujourd'hui. Donc on attend dessus de voir la recommandation. Mais on va plutôt parler du G20, le G20 qui s'est déroulé le samedi dernier. Mmh. Et donc ce G20 qui s'est déroulé à Rome était évidemment un événement attendu parce que certaines questions, notamment celles liées au climat, devaient être redébattues dans le cadre de la COP26. Et puis on devait évidemment faire une espèce d'étape de bilan, puisque il ne faut pas oublier que les objectifs ambitieux fixés dans le cadre de la COP26 à Paris, sont loin d'être tenus à présent, 5 ans après ces événements-là. Donc, là où on attendait les membres du G20, notamment les pays les plus grands pollueurs, parce que là, il ne s'agit pas du G7. Du G7 où il y a les 7 pays les plus industrialisés. Mmh. Là, il s'agit des G20, donc les 20 pays les plus riches de la planète. C'est ça la différence entre le G7 et le G20. Mmh. Et ce G20-là qui s'est tenu à Rome, malheureusement, a vu l'absence très remarquée de 2 personnalités importantes. Le premier, c'est Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, et le deuxième, c'est Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie. Donc ces 2 personnalités-là, mais Xi Jinping est intervenu par visioconférence, mais Vladimir Poutine n'est pas venu en personne. Par contre, il s'est fait représenter à un niveau inférieur. Et donc, ce G20 s'est pensé sur les questions liées au climat, également s'est penché sur la pandémie du Covid-21, notamment la question liée au vaccin et à la reprise économique post-Brexit. Ce G20 s'est également appesanti sur l'aide au développement par rapport justement à cette reprise économique post-Brexit. Et le G20 s'est également appesanti sur la question de la taxation des grandes entreprises, de la taxation des multinationales. Et il y a eu un certain nombre
recommandations, voilà, en quelque sorte, qui ont été prises. Je préfère dire recommandations, puisqu'en général, il faut savoir que le G20 comme le G7, ce sont des rencontres informelles. Et donc, étant donné l'importance des acteurs qui prennent part à ces rencontres-là, ça attire évidemment, ça a une très forte portée médiatique. Mais dans les faits, rien ne contraint les États membres du G20 comme du G7 à mettre en application évidemment les décisions qui sont prises là. Mais en termes d'image, en termes de valeur de la parole qu'ils donnent, puisqu'ils engagent leurs États, c'est un élément extrêmement important. Alors, pour ce qui concerne le climat, évidemment, les membres du G20 ont réaffirmé leur objectif de maintenir l'augmentation moyenne des températures en dessous des 2 degrés. Il faut savoir que la COP26 avait fixé cet objectif à 1,5 degré d'ici 2050, même si, dans les faits, évidemment, ce n'est pas ce qui s'est véritablement passé avec la multiplication des investissements, notamment dans les énergies fossiles. Il faut savoir que des entreprises ici continuent à investir massivement dans la recherche de nouveaux gisements de pétrole. L'Oxfam, qui est une organisation internationale qui s'intéresse à ces questions de distribution de richesses, expliquait justement qu'en moyenne, encore, on ne le sait peut-être pas, mais 6 000 milliards de dollars sont investis chaque année dans la recherche d'énergie fossile. Et il faut également savoir qu'à côté de ces énergies fossiles, donc le pétrole, il y a également le charbon, avec des pays comme la Chine et l'Inde qui ont refusé de fermer leur usine de charbon. La Chine en a même construit de nouvelles, expliquant par cela que, évidemment, elle n'était pas encore en capacité de pouvoir se passer du charbon comme énergie fossile pour produire essentiellement de l'électricité et du chauffage. Et donc, elle a multiplié, et également pour ne pas attiser la colère des mineurs qui sont extrêmement importants dans ces pays, et en Inde aussi sur cette question-là. Et donc, l'Inde et la Chine, eux, on continue de multiplier les investissements d'usines à charbon. L'Allemagne, qui se voulait un véritable champion en matière d'énergie verte, puisqu'elle a fermé toutes ses centrales nucléaires, mais pour pouvoir faire face au manque en termes de production d'énergie, a dû, elle aussi, utiliser le charbon. Donc, elle a construit des usines à charbon et elle utilise cette énergie fossile-là, le charbon et le gaz, pour pouvoir produire l'électricité. Donc, on voit que globalement, même si il y a une volonté qui avait été affichée en 2016, notamment lors de la COP21, pour essayer de baisser la production de gaz à effet de serre par le biais de la consommation, l'utilisation d'énergie fossile, on est loin de cet objectif-là en 2021. Cependant, les membres du G20 ont quand même réitéré leur volonté de baisser les subventions aux projets, notamment de construction de centrales électriques au charbon, mais malheureusement uniquement à l'étranger. Donc, ils vont arrêter de financer des projets hors de leur territoire, mais ça, c'est quand même une avancée, même si dans les fonds, dans la réalité, c'est quand même un peu substantiel. Quant à la date limite pour atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone, il faut savoir que la COP21 avait fixé cette neutralité carbone à 2050, normalement à 2030, mais l'Italie, qui est le pays organisateur, le pays hôte de ce G20, avait proposé une date de neutralité carbone à 2050, mais le G20 a décidé de donner non pas une date, mais une période, donc ils ont estimé en 2050 et 2060. Mais ça, évidemment, ça prouve qu'ils ne sont pas d'accord sur le fond en réalité, et ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour la communauté internationale, parce que lorsque vous avez des projets aussi ambitieux, une volonté affichée de vouloir baisser la production de gaz à effet de serre, de vouloir baisser la consommation d'énergie fossile, notamment le charbon, parce que le charbon est plus polluant que le pétrole et le gaz, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas une date, bien fixée, parce que quand on a une date fixe, ça permet, en termes d'efforts, d'avoir une échéance. Et à partir de là, on sera en mesure de pouvoir véritablement évaluer les efforts qui ont été fournis. Or, lorsque l'on dit une période entre 2050 et 2060, ça, évidemment, ce n'est pas une très très bonne nouvelle pour la planète. Et puis, le G20 a bien entendu réaffirmé son engagement à viser notamment la mobilisation d'environ 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2025 afin de permettre
aux pays en développement de faire face justement aux conséquences du changement climatique. Mais ça, évidemment, ça reste des vœux pieux. Il ne faut pas l'oublier, en 2016, les pays riches avaient dit qu'ils allaient mobiliser 100 milliards de dollars, exactement la même somme, à partir de 2020 pour aider ces mêmes pays pauvres à faire face au changement climatique. Mais dans la réalité, en 2020, ce n'est pas 100 milliards qui ont été mobilisés, c'est 80 milliards qui ont été mobilisés. Et dans ces 80 milliards, 80% l'ont été sous forme de prêts. Donc on a prêté de l'argent aux pays pauvres pour faire face aux conséquences du changement climatique dont ils sont très peu responsables. Parce qu'il faut savoir qu'un continent comme l'Afrique, les gaz à effet de serre émis sur l'ensemble du continent africain est inférieur à 2%. Donc ça veut dire que, aujourd'hui, lorsque vous regardez la progression, le changement des effets climatiques, vous regardez par exemple la progression du désert au Sahara, dans la région sahélo-sahélienne, le désert progresse de l'ordre de 2 km² par an. Donc c'est une réalité. Donc le fait qu'on ne mobilise pas les ressources, ou lorsque l'on mobilise les ressources en direction de ces pays-là, on leur demande en plus de le rembourser, c'est quelque chose évidemment qui n'est pas bien d'un point de vue moral. Et en plus, pour l'année 2021, sur les 100 milliards, seuls 45 milliards de dollars en termes de promesses de dons ont été mobilisés. Donc on est loin de ces objectifs-là qui avaient été pris en 2016. Et là, évidemment, on voit que le G20 a quand même gardé cet objectif ambitieux pour 2025. On attend voir l'arrivée de ces 100 milliards de dollars annuels là pour les pays pauvres qui payent le plus lourd tribut des effets des changements climatiques. Et puis, pour ce qui concerne maintenant le deuxième point, notamment les vaccins, évidemment, les pays du G20 ont dit qu'ils allaient aider l'Organisation mondiale de la santé à atteindre les objectifs mondiaux de vacciner au moins 40% de la population dans tous les pays d'ici cette fin d'année 2021 et 70% d'ici mi-2022, conformément aux recommandations de l'OMS. Et donc, ces pays du G20 se sont également engagés à prendre justement des mesures pour aider à renforcer la fourniture en vaccins et en produits médicaux de base, notamment en direction des pays en voie de développement. Et le G20 aussi a promis d'éviter des restrictions aux exportations et ainsi accroître la transparence et la visibilité dans la livraison des vaccins. Mais ça, évidemment, on attend de voir, parce qu'il ne faut pas oublier que l'OMS, dans une recommandation de l'année dernière, dans un rapport de l'année dernière, avait fustigé l'attitude des pays riches vis-à-vis des vaccins, parce qu'il faut déjà savoir que l'ensemble des pays riches de la planète, c'est 14% de la planète. Or, jusqu'à présent, ces 14% de la planète ont consommé plus de la moitié de la production mondiale de vaccins jusqu'à aujourd'hui. 51% des vaccins produits depuis le début de cette année ont été consommés par les pays riches, donc 14% de la planète. Et pire, beaucoup d'entre eux ont déjà mis dans leur programme le fait qu'ils doivent, au-delà des 2 vaccins proposés notamment par les laboratoires pour avoir une protection maximale, même si elle n'est pas totale parce qu'on le sait aujourd'hui, mais maximale. Néanmoins, certains pays riches ont décidé de prévoir une 3e dose de vaccin, ce qu'on appelle la dose de rappel. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça va encore nécessiter le fait que l'on puisse soustraire des doses de vaccins qui étaient certainement destinés à des pays qui n'y ont pas accès parce qu'ils n'ont pas la capacité d'en produire pour eux-mêmes, donc ils n'ont pas la technologie pour le produire et donc ils sont dépendants des pays qui ont cette technologie-là et donc des laboratoires. Et donc ça, c'est encore une partie de ces vaccins qui leur sera soustrait. Et donc ça, évidemment, c'est très très mauvais pour les objectifs qu'on souhaite atteindre, c'est-à-dire protéger 70% d'ici mi-2022 de la pandémie. Et donc, également en termes de transparence, parce qu'il faut savoir que dans les contrats qui sont passés entre les laboratoires et les États, on ne connaît pas quels sont les éléments qui sont dans ce contrat. On ne connaît pas le prix du vaccin, on ne connaît pas comment le vaccin est acheminé, on ne connaît pas la date de péremption du vaccin, on ne connaît absolument rien.
On ne connaît pas comment est-ce que ce vaccin va être payé, quels sont les accords financiers qui sont passés. On ne connaît absolument rien. Et ça, c'est quelque chose que les organisations non gouvernementales ont toujours fustigé depuis l'année dernière, aussi bien en Europe que dans le reste de la planète. Et donc, le G20 s'est engagé à plus de transparence et de visibilité, notamment dans la livraison de ces vaccins-là. Et puis, pour ce qui concerne la reprise économique post-pandémie, les pays du G20 se sont engagés à retirer prématurément les mesures de soutien qu'elles avaient mises en place l'année dernière, notamment en ce qui concerne un moratoire de paiement des intérêts de la dette. Il faut savoir que 73 pays en 2020 avaient demandé aux pays détenteurs de créances un moratoire, et ce moratoire visait à suspendre le paiement des intérêts pour cette année 2021 et pour l'année 2022. Sur les 73 pays qui ont demandé ce moratoire, 50 pays ont obtenu ce moratoire sur le paiement des intérêts. Ça représente quand même une économie de 12,3 milliards de dollars pour ces 50 pays. Et donc, les pays du G20 ont donc décidé de continuer dans cette lancée-là, surtout pour surveiller l'inflation dans ces pays-là dont la situation économique est déjà très critique. Et les pays du G20 ont donc demander que les banques centrales puissent agir si besoin pour remplir cette mission, notamment de contrôle de l'inflation en agissant notamment sur la stabilité des prix. Et puis, les pays du G20 ont également assuré qu'ils continuent de rester vigilants sur les défis mondiaux, notamment ceux qui ont un impact dans nos économies, les économies réelles, et qui entraînent des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Et puis, pour ce qui concerne les pays de l'aide au développement, les pays du G20 se sont engagés, une fois de plus, à reverser aux pays vulnérables les 100 milliards de dollars sur le montant global des 650 milliards de droits de tirage spéciaux. J'en avais parlé ici, des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international pour l'année 2021 pour financer les économies afin qu'elles puissent redémarrer. Donc, sur ces 650 milliards de tirages spéciaux, sur les 100 milliards prévus pour les pays pauvres, pour le moment, concrètement, les promesses de dons ne se sont élevées qu'à jusqu'à 45 milliards de dollars jusqu'au moment du G20. Donc, on espère que ceux-ci, lorsqu'ils ont pris cet engagement, vont évidemment l'appliquer et mettre à disposition des pays pauvres les 100 milliards de dollars prévus sur les 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux. Et puis, pour ce qui concerne la taxation internationale, ça c'est une question qui a toujours fait couler beaucoup d'encre, notamment entre les États-Unis et l'Europe, c'est à savoir la taxation des entreprises internationales. Il faut savoir que celles-ci font ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire que elles ne payent pas les impôts dans les pays dans lesquels elles font des activités, mais payent plutôt des impôts dans les pays où se trouve leur siège social. Or, la plupart du temps, leur siège social se situe dans des pays où la fiscalité est particulièrement avantageuse pour ces entreprises-là, avec des taux de taxation qui sont parfois inférieurs à 5%. Parfois, des pays comme l'Irlande, où beaucoup de multinationales américaines ont leur siège social, eh ben, l'impôt sur les entreprises là-bas tourne aux alentours de 3%. Donc, et des entreprises, et là évidemment les entreprises qui sont visées là-dedans, ce sont surtout les GAFA, à savoir Google, Amazon, Facebook et Apple. Ces 4 géants mondiaux qui font des revenus colossaux dans les pays notamment européens, payent très très peu d'impôts. Ils payent par exemple en France moins de 15% d'impôts, alors que l'impôt des sociétés sur les entreprises françaises dont le siège social est en France est d'environ 35%. Et donc ils ont prévu 2 choses. La première chose, il faut mettre fin notamment aux paradis fiscaux, et les dirigeants du G20 ont justement entériné, ont réaffirmé cette volonté. Et pour mettre fin aux paradis fiscaux, il faut donc mettre en place un système fiscal international qui soit plus juste et plus équitable et surtout plus stable. Et puis, il faut savoir que cette résolution, en réalité, elle vient à la suite de 2 scandales. Alors, il y a le scandale des Panama Papers qui a eu lieu il y a 2 ans, et on a le scandale des Pandora Papers qui ont encore égratigné un certain nombre de personnalités il y a quelques semaines. Même si, il faut le rappeler, les procédés qui ont été fustigés
dans le cadre des Pandora Papers, par exemple, ce ne sont pas des mécanismes qui sont illégaux. Sur le plan juridique, c'est tout à fait légal. Il n'y a rien de répréhensible juridiquement, légalement là-dedans. Néanmoins, sur un plan moral, parce que le principe de l'égalité des contribuables voudrait que dans un État, certains contribuables, notamment ceux qui ont plus d'argent, ne puissent pas se soustraire à leur devoir de contribution au régime fiscal de leur pays. Et donc, ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire les riches, peuvent, à travers des cabinets spécialisés d'optimisation fiscale, soustraire ainsi une grande partie de leurs revenus à l'imposition du pays où ils vivent pour le cacher ensuite dans des paradis fiscaux. Donc tout ça, évidemment, c'est quelque chose qui est injuste. Et il faut savoir que l'OCDE avait justement dit que grâce à cette réforme, c'est-à-dire la mise en place d'un système fiscal international qui mettrait fin aux paradis fiscaux, c'est près de 150 milliards de dollars de recettes supplémentaires qui iraient, 150 milliards de recettes supplémentaires par an, qui iraient dans la caisse des États des pays grâce à la mise en place d'un impôt minimal international de 15% pour toutes les entreprises multinationales. Et un État également pourra taxer les profits d'une de ces entreprises internationales qui auraient été imposées à l'étranger à un taux inférieur, ce taux étant minimum afin de compenser l'écart. C'est-à-dire que même si désormais des entreprises comme des Facebook et Apple, bien qu'ayant leur siège social en Irlande, le différentiel entre l'impôt qui est payé en Irlande et ce qu'il aurait dû payer dans le pays où il a son activité, si on prend par exemple la France, si on paye 3% d'impôt en Irlande et il devrait payer 35% en France, ça fait un écart de 32%. Dans ces 32%, la France pourrait récupérer au moins 15% en termes d'impôts. Et donc ça, c'est quelque chose, si évidemment sa mise en œuvre est jugée effective, cela permettrait, comme je l'ai dit, à la France, en l'occurrence, d'avoir des revenus substantiels. Il faut savoir que cette question de la taxation des multinationales avait entraîné l'ire de Donald Trump lorsqu'il était à la Maison-Blanche, qui avait tout bloqué et qui en avait fait un point de non-négociation avec notamment ses homologues européens. Et on se rappelle que le fer de lance, le européen, celui qui s'était mis en avant pour mettre en œuvre cette taxation des multinationales, c'est le président français Emmanuel Macron. Et donc là, c'est un peu une petite victoire pour lui. Et on sait que lors du prochain sommet du G20 qui aura lieu en France, puisque Emmanuel Macron a pris la tête du G20, il va également prendre la tête de l'Union européenne dans quelques semaines. Ça va être pour lui l'occasion de pouvoir en faire l'une des grandes réussites de son quinquennat. Et ça va tomber pile poil pour lui à quelques mois de l'élection présidentielle en France. Donc il aura, si évidemment il parvient à formaliser, à trouver un accord écrit entre ces multinationales qui sont pour la plupart américaines et les autres françaises, il aura la possibilité de revendiquer, d'exposer ça comme étant une réussite. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur ce G20 qui s'est tenu à Rome. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes. Urban FM 104.5.